Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler cyclisme, présentation d'une nouvelle formation. Et aujourd'hui, ça va être du lourd, ça va être Ineos Grenadiers. Je pense qu'on va avoir beaucoup de choses à dire du côté de la formation britannique. Comme d'habitude, on reviendra sur la saison 2024, les victoires, les statistiques un petit peu de cette dernière saison. Et puis, on parlera des coureurs à suivre, un peu des problèmes également du côté de cette formation, des départs et des arrivées de certains coureurs, et notamment Thomas Pidcock, parce qu'on n'a pas fait une vidéo à proprement parler, donc on y reviendra un petit peu plus en détail dans cette présentation. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches. Si vous pensez que ça peut les intéresser, dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu. Quand vous vous abonnez à la chaîne, vous pouvez rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent, notamment des vidéos cyclisme, mais également le Vendée Globe qui arrive demain, ou encore le Dakar, et puis le biathlon qui reprend mercredi. Voilà, au programme sur la chaîne qui va être encore très très chargé. Je rappelle aussi qu'il y a le Giro qui doit sortir, donc voilà, il y a encore un mois de janvier qui va être bien plein. Je pense qu'on sera pas loin de 90 vidéos, je pense, à la fin du mois de janvier. Donc n'hésitez pas à rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant de tout. On commence tout de suite avec la vidéo du jour, Ineos. Ineos, tiens, budget de cette formation, Ineos. C'est 55 millions d'euros selon Ladbrokes en 2024. Donc un budget qui est quand même en hausse par rapport aux dernières années, qui est au niveau de la Visma Lease Bike, qui est supérieur à la Lidl Trek, qui est juste en dessous de ce que fait UAE. Ça fait partie quand même des gros budgets du peloton. C'est au niveau de ce que fait Red Bull, notamment. Donc Red Bull doit être peut-être 5-6 millions au-dessus. Mais Ineos, c'est pas un petit budget. Voilà. Pour avoir en tête, ils sont au niveau des meilleurs budgets. Sauf que, autant les années précédentes, ils arrivaient encore à tenir un peu la baraque par rapport à Visma et UAE, l'année dernière, ils ont quand même sombré en termes de résultats. L'année 2024 n'est pas bonne. N'est pas bonne déjà parce que, en termes de résultats sur les grands tours, Ineos c'est une équipe de grands tours. Pas de victoire. Heureusement encore qu'il y a Geraint Thomas même sur les grands tours. C'est encore Geraint Thomas qui te sauve un peu, mais pas de victoire. Donc ça fait quand même depuis plusieurs années. Le dernier vainqueur d'un grand tour, c'est Bernal. Ça fait depuis quelques temps que Bernal n'a pas gagné un grand tour, c'est le Giro. Ça veut dire que là, ça fait quand même quelques temps que c'est très compliqué chez Ineos. Sauf que certaines années, ils avaient été sauvés par les grandes classiques. Ça n'a pas vraiment été le cas cette année. Du côté de Ineos, là aussi, on a été quand même assez peu présent. Je pense notamment aux classiques flandriennes, où l'équipe est passée un peu à côté. Alors oui, tu as eu Narvaez, qui n'a pas été mauvais. Sauf que Narvaez fait plus partie de l'équipe en 2025. Tu as eu des résultats quand même. C'est pas non plus le néant. Mais ce n'est pas au niveau du budget. Alors après, c'est un peu le retour du bâton pour Sky. C'est un peu comme Astana. Astana, dans l'histoire du cyclisme, c'est la première équipe à avoir dépassé les 12-13 millions d'euros de budget. En 2007, quand ils arrivent à Astana, ils arrivent avec des moyens faramineux et ils arrivent avec 15 millions d'euros quand les autres étaient plutôt entre 10, 11, 12 quoi. À l'époque, la CSC, les grosses formations, c'était plutôt aux alentours de 10 millions, 11 millions d'euros. Eux, ils arrivent avec 15 millions d'euros sur la table. Au départ, ça a fait la différence. C'est avec Astana, ils ont fait la différence. Sauf que les autres équipes ont décidé de s'ajuster en termes de budget. Ou soit il y a certains sponsors qui ont décidé d'arrêter. Je pense à CSC est parti, ce genre de choses. Sky, quand ils sont arrivés, c'est les premiers à avoir eu un budget à 20 millions d'euros. Et supérieur à 20 millions d'euros, surtout que pendant très longtemps, le budget de la Sky, il était dur à calculer, parce qu'il y avait le budget de la Fédération anglaise de cyclisme qui était presque imbriqué avec le budget de la Sky. Donc c'était assez dur de savoir quel budget allait dans quelle case. Sauf qu'aujourd'hui, c'est la première équipe qui a dû avoir 30 millions de budget aussi. Sauf qu'aujourd'hui, UAE est arrivé, Visma est arrivé, avec des budgets qui ont explosé, et ils n'arrivent pas à suivre la cadence.
Autre problème du côté de la Sky, c'est Egan Bernal. C'est Egan Bernal, l'autre problème. Parce que tu as un coureur qui te coûte un bras pendant encore 2 ans, contrat qui s'arrête en 2026, fin 2026 le contrat, c'est-à-dire qu'il y a encore 2 ans, avec un coureur qui, on peut le dire maintenant aujourd'hui, je pense qu'à part grosse surprise, ne retrouvera jamais son niveau qu'il avait quand il a gagné le Giro. Ça, c'est le problème des contrats longue durée. Alors déjà, parce que maintenant, on s'aperçoit que les contrats longue durée, ils n'engagent que ceux qui les croient, on va dire un petit peu, quand tu vois Pidcock, quand tu vois Cana Uttebrook, quand tu vois même Clément Champoussin qui a cassé son contrat, tu t'aperçois qu'en fait les durées de contrat, ça n'a plus vraiment beaucoup Enfin, c'est plus énormément respecté quand tu vois Van Gils aussi. Ou même Marc Hirschi avait commencé en 2021, tout début d'année 2021. Autre chose, c'est qu'un contrat longue durée, quand vous avez un coureur qui se blesse dès qu'il vient d'avoir son contrat, ça vous met dans une mer de noir. C'est le cas pour Egan Bernal, qui s'est blessé juste après avoir son contrat. C'est le cas aussi de donner un contrat longue durée à des coureurs qui n'arrivent pas à retrouver leur niveau. On voit quand même que chez Soudal, ça a été le cas avec Casper Asgreen, on peut le dire aussi un petit peu avec Julien Alaphilippe, ça a été le cas aussi, même si encore une fois c'est des erreurs de gestion pour moi des équipes, ça a été le cas aussi avec Christopher Froome. Bon, ça, j'en avais fait une vidéo à l'époque, quand il venait de signer un contrat où j'avais dit c'est quand même une grosse prise de risque de la part d'Israël. Bah, au final, 4 ans après, on voit que la prise de risque n'a absolument pas abouti. Mais toutes les équipes qui décident de sécuriser un talent avec des contrats à longue durée, au bout d'un moment, le regrettent. On sait que là, c'est le cas également de Jayco avec Caleb Ewan. Il semblerait qu'ils essayent de se débarrasser de Caleb Ewan, Jayco Alula par exemple. Donc il y a un vrai problème avec Egan Bernal, parce qu'aujourd'hui il a un salaire qui est énorme. Alors, en plus, je ne sais pas s'ils ont essayé de renégocier. Bon, vous avez des agents qui ne veulent pas renégocier les salaires à la baisse. Avec un coureur qui a un contrat jusqu'en 2026, sauf qu'on sait très bien qu'aujourd'hui Egan Bernal ne regagnera pas un grand tour, sauf qu'il a un salaire d'un mec qui pourrait gagner un grand tour. Le problème, c'est que le salaire d'Egan Bernal, il bloque une partie du budget de Ineos, qui ne peut pas se permettre d'avoir un autre grand leader à la place de Geraint Thomas. Comme vous avez toujours Geraint Thomas, vous avez toujours Egan Bernal, vous avez aussi Carlos Rodriguez, mais au bout d'un moment, il vous manque. Vous n'avez pas le budget pour acheter un Remco Evenepoel, vous n'avez pas le budget pour prendre Marc Hirschi, vous n'avez pas le budget pour prendre quel haut talent, par exemple un Cana Uttebrook, ils n'ont pas eu l'argent pour le recruter, un Florian Lipovitz, ils n'ont pas eu l'argent pour le recruter, et puis ils n'attirent plus autant, parce que il y a certaines langues qui se délient, on pourrait dire du côté d'Ineos. Que ça travaille peut-être un peu moins bien. Et puis, il y a des guéguerres. La guerre entre Stephen Cummings et Pidcock, qui a quand même empoisonné la fin de saison. On s'est dit, on est revenu à l'époque de Jean-René Bernaudot, sauf que Jean-René Bernaudot n'a jamais eu 55 millions d'euros entre les doigts. C'est-à-dire la punition qu'on a mise à Thomas Pidcock, qui n'a pas fait le tour de Lombardie. Bon, il y a un moment, c'est normal qu'il ait envie de se barrer, quand tu as un management de cette manière-là. On n'arrive pas à régler les problèmes en interne. Moi, j'ai quand même été surpris de voir un Luc Roveux qui a fait toute sa carrière chez Ineos. Dès qu'il arrête sa carrière, il part en fait chez Decathlon et pas chez Ineos. Alors que normalement, dans ce genre de cas, le mec, c'est un Thomas Vauclair. C'est comme si Thomas Vauclair, il fait toute sa carrière avec Jean-René Bernaudot, il devient pas sélectionneur de l'équipe de France, imaginons, il devient directeur sportif de chez Cofidis. Alors on se dit tous, il y a quand même un problème. Mais il y a plein de soucis du côté de cette formation qui est moins dominatrice aujourd'hui. Qui est moins dominatrice déjà parce que vous avez d'autres budgets qui se sont réajustés, parce qu'il y a eu des erreurs de gestion, je pense avec le cas Egan Bernal, ce qui fait que les résultats l'année dernière, encore une fois, sont décevants, très décevants, on le verra dans les statistiques, mais c'est assez visible en termes de statistiques que c'est vraiment pas leur meilleure saison en termes de résultats. T'as quand même l'année dernière, t'avais quand même des points morts dans l'équipe. Je pense Elia Viviani, gros point mort. Je pense également au jeune Théodore Storm, qu'on n'a pas vu de l'année.
Les jeunes coureurs, notamment, ils ont recruté des très très jeunes coureurs, mais qui pour le moment n'ont rien montré. Je pense à Michael Léonard, le Canadien. Bon, c'est Andrew Auguste, par exemple, aussi. Il y a plein de coureurs comme ça, jeunes dans cette formation. On a aussi la dépression du frère d'Ethan Etter, Leo Etter, le départ d'Ethan Etter, qui était aussi un pur produit de cette formation. Il y a plein de signes qui sont pas bons dans cette équipe. Il y a plein de signes qui sont pas bons. Alors on espère la relance en 2025. Ça, c'est l'envie qu'on aimerait. Mais il va falloir régler les choses. Alors il semblerait qu'en interne, c'est un peu comme chez Cofidis, on ait fait une petite enquête interne, qu'on ait vu qu'il y avait des choses qui n'allaient pas, et qu'il y a eu des départs, notamment Cummings n'est plus dans l'équipe, Steve Cummings, j'ai appelé Stephen, c'est Steve Cummings, qui est quelques changements au niveau de l'effectif, des directeurs sportifs, hein, il y a eu quelques modifications, des gros ajustements, même. On verra si ça permet d'avoir des meilleurs résultats qu'en 2024. Mais c'est vrai qu'Ineos en 2024, je pense qu'en fin de saison, on ne peut pas être satisfait des résultats de cette équipe qui n'ont pas été suffisants. Parce que pas de victoire sur le Tour de France du côté de cette formation et seulement une 7e place. Pas de victoire sur le Tour d'Espagne non plus, avec seulement comme meilleur résultat une 10e place au classement général. L'équipe a presque été transparente sur les grands tours, sauf le Tour d'Italie grâce à Geraint Thomas. Mais c'est vrai que l'équipe a quand même été très 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 discrète pendant une grande partie de la saison. Et ça, c'est quand même pas habituel de la part d'une équipe comme Ineos, et c'est pas normal pour une équipe qui a un budget de 55 millions d'euros, qui fait partie des 3-4 plus gros budgets du peloton. On doit les voir beaucoup plus aux avant-postes. Après, Ineos, derrière, on sait qui est le patron d'Ineos. Jusqu'à maintenant, tout ce qu'a acheté Ineos, on va pas se mentir, c'est pas une grande réussite. Hein. Je pense à l'OGC Nice, par exemple. Bon, bah, l'OGC Nice joue toujours pas la Ligue des Champions. C'est le mec d'Ineos qui possède ça. Je vois pas encore beaucoup d'Ineos Grenadiers sur la route, alors que tu vois quand même des Porsche, des Ferrari quand tu vas dans certains coins. J'ai jamais vu encore d'Ineos Grenadiers sur la route. Je sais plus ce qu'ils lancent aussi comme business là dans. Parce que la dernière fois j'ai vu un truc marqué Ineos, j'ai été surpris même. Je sais plus dans quel truc j'ai vu ça dans un supermarché, mais pour le moment on va pas se mentir que pour l'instant ça marche pas très bien en termes de business. Donc c'est pas très rassurant non plus, hein, en termes de sponsoring. Bon, on regarde les victoires. L'an dernier, seulement 14 victoires. Alors vous avez un coureur qui a remporté une victoire, mais pas avec le maillot de la Ineos ce jour-là. C'était Michael Léonard qui a remporté le prologue du Tour de l'Avenir. Le championnat d'Équateur sur route pour Jonathan Narvaez. Le contre-la-montre de Grand Camino. Alors ce contre-la-montre qui était quand même assez particulier dans l'idée parce que il était neutralisé pour les leaders du classement général. Donc c'est vrai que Joshua Tarling, qui est un très bon rouleur, le remporte, mais encore une fois c'était quand même assez particulier. Joshua Tarling, dont je parlerai pas sur le reste de la vidéo, mais c'est vrai que ça fait partie, je pense que certains le mettront comme coureur à suivre. Moi j'ai mis quelqu'un d'autre parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui m'intrigue dans cet effectif d'équipe. On retrouve ensuite Thomas Pidcock sur l'Amstel Gold Race et le Tour du Pays Basque étape 6 pour Carlos Rodriguez, en sachant l'Amstel c'est presque la seule classique où ils ont vraiment été présents. Sur les autres ça a quand même été là aussi un peu difficile. Tobias Foss, première étape du Tour des Alpes où il avait été impressionnant. Rodriguez, le général du Tour de Romandie. Narvaez, la première étape du Tour d'Italie où il a été impressionnant. Ganna, la 14e étape contre la montre du Tour d'Italie. Carlos Rodriguez, 8e étape du Dauphiné. Championnat national du contre-la-montre pour Joshua Tarling et d'Italie pour Filippo Ganna. Ethan Etter qui remporte le championnat de Grande-Bretagne sur route. Et puis Brandon Rivera, Filippo Ganna. On a quand même vu beaucoup mieux en sachant que dans tes 14 victoires, il y a quand même 3 championnats nationaux. Dont 2 championnats de Grande-Bretagne où je rappelle que c'est un peu comme les championnats d'Australie pour Jaiko Alula.
C'est-à-dire que ça aurait été encore plus inquiétant si ils avaient été inexistants sur ces épreuves-là. En nombre de victoires, 14, c'est le plus faible niveau de cette équipe depuis son départ. C'est-à-dire depuis 2010, première saison de cette formation, c'est la plus mauvaise année en termes de victoires. Il fallait remonter à 2020, année Covid, où il y avait eu quand même 5 victoires supplémentaires, et sur des années classiques, il fallait remonter à 2010, mais même la première année, il y avait quand même eu 23 victoires, c'est-à-dire 9 de plus qu'en 2024. Autre statistique qui montre que l'équipe n'a pas été exceptionnelle l'année dernière. Eh bien, c'est le nombre de jours qu'il a fallu avant la première victoire. Première victoire, c'est Jonathan Narvaez. J'avais oublié 4 championnats nationaux, notamment sur ce nombre de victoires. Il a fallu attendre 33 jours avant d'avoir la première victoire. C'est plutôt dans la moyenne haute. On a connu mieux du côté de cette formation, même si ce n'était pas le pire. Le nombre de victoires d'Ineos fait que cette formation n'est que 21e au nombre de classements World Tour, et devancé par la Groupama, devancé par DSM, par EF, par Red Bull, même par Lotto Destiny, en nombre de victoires, et assez largement. La Lotto, c'est 11 victoires de plus sur la saison par rapport à Ineos. Donc on est très très loin en termes de résultats. Decathlon, c'est le double de victoires, 14 contre 30. Alors je sais bien qu'il n'y a pas que des victoires en World Tour, mais quand même, on est loin d'être sur quelque chose qui a été performant. Le nombre de victoires en World Tour pour cette équipe, c'est là où vous allez voir le chiffre fait mal. Le nombre de victoires en World Tour, ils n'en ont que 6. Ils sont derrière Decathlon, derrière Soudal Quick-Step, derrière Alpecin, derrière Visma, largement derrière UAE, mais même largement derrière Visma. Visma c'est 18, Ineos c'est 6. Soudal c'est 13, Ineos c'est seulement 6. Ils sont loin en termes de résultats. En termes de nombre de vainqueurs différents, là aussi, c'est pas grandiose. Seulement 8 vainqueurs différents à égalité avec Uno X et Soudal Quick-Step, loin des 12 vainqueurs différents de Israël ou de la Decathlon. C'est-à-dire qu'on est quand même dépendant de beaucoup de coureurs qui parfois ne seront plus là en 2025. Ça, c'est quand même pas l'idéal du tout du côté de cette formation. Et puis en termes de points Pro Cycling Stat, c'est-à-dire le ranking PCS, le nombre de points par rapport aux saisons précédentes, eh bien 6365 points, c'est 1700 points de moins qu'en 2023, qui était déjà une saison qui a été moins bonne qu'en 2023, qui était quasiment l'une des meilleures saisons de l'équipe. 2022 qui était quasiment l'une des meilleures saisons de l'équipe grâce au classique. Il faut remonter là aussi à 2020 pour avoir un moins bon résultat. Et sur une année classique, eh bien là aussi, il faut remonter un petit peu moins loin. Il faut remonter à 2014 en termes de points. Mais je rappelle 2014, année où Froome n'avait pas gagné le Tour de France, où il était tombé et l'équipe était passée à côté sur le Tour de France. Vous voyez qu'en termes de statistiques, on est quand même très très loin en termes de résultats par rapport aux années précédentes. Au niveau des changements dans cette équipe, il y a quand même des gros changements, des gros transferts pour l'année prochaine. 5 arrivées pour 8 départs. Ça fait beaucoup de départs du côté de cet effectif. Alors, départ de certains des poids morts, je pense notamment à Cameron Wurf et Lia Viviani, mais aussi des gros départs. Cameron Wurf et Viviani, on pense à la retraite, Cameron Wurf normalement retraite. Léo Hetter, donc dépression, donc en ce moment sa situation n'est pas claire. Alors Theodor Storm, qui n'aura fait au final qu'un an dans l'effectif, on se demande bien quelle a été quand même l'idée de la Ineos de recruter ce coureur qui n'avait pas vraiment de résultats chez les juniors. Ils ont décidé de le monter beaucoup trop tôt, et c'est un peu
L'idée, en fait, ces dernières années d'Ineos, c'est de recruter des coureurs très très jeunes parce qu'ils n'ont pas de formation. Enfin, pendant très longtemps, ils n'avaient pas de formation. Maintenant, on sait qu'il y avait des accords avec potentiellement la Trinity. On ne sait pas trop où ça en est de ce côté-là également. Mais ils n'ont pas d'équipe réserve aujourd'hui. Bah, ça leur coûte qu'ils recrutent des coureurs extrêmement jeunes, mais avec un taux d'échec qui est quand même très très important. Thomas Pidcock, bah ça a été la grande affaire du mois de décembre. Thomas Pidcock qui s'était quand même engueulé avec l'équipe en octobre hein, sur le Tour de Lombardie. Sa non-participation au Tour de Lombardie l'avait vraiment eu très mauvaise. Donc qui a cassé son contrat et qui rejoint à la surprise générale la Q36.5. On y reviendra sur Pidcock aussi quand on parlera de la Q36.5, mais je suis quand même assez surpris d'aller dans une équipe qui n'a quasiment aucune chance d'aller sur les grands tours, alors qu'en début d'année 2024, il nous disait « Mon objectif, c'est d'être plus performant sur les grands tours ». Ça va être compliqué quand tu vas faire quand même très peu de courses par étape. Q36, on n'est pas sûr qu'il fasse toutes les classiques non plus du calendrier, toutes les grandes classiques d'un jour. Et en plus, avec... c'est quand même pas le plus gros des collectifs. Q36.5, enfin, il va te manquer des lieutenants hein, dans cet effectif. Donc c'est quand même assez surprenant. Ethan Etter lui rejoint la Soudal Quick-Step. On va voir ce que ça va donner. Et puis Narvaez rejoint UAE avec toutes les stars de la UAE. Parmi les arrivées, là aussi des grosses surprises hein, dans cet effectif avec Bob Jungels. Ça c'est déjà la première grosse surprise parce que c'est vrai qu'on a l'impression qu'il arrivait à sauver sa tête, Bob Jungels, grâce à un mois de résultats performants chez la G2R Citroën il y a 2 ans. On a Lucas Hamilton chez Jayco Alula, Axel Laurence, hein, le français qui était chez Alpecin de Koninck, ancien champion du monde espoir, c'était du côté de l'Écosse. Et puis Samuel Watson qui était chez Groupama FDJ et Victor Lancelotti chez Burgos. Il y a quand même un peu des surprises dans ces recrutements, déjà parce qu'on a plus de départs que d'arrivées. Deuxièmement, eh bien, on n'a quand même pas forcément des stars, à part, je dirais, Axel Laurence, qui est quand même un coureur performant en devenir. Mais c'est vrai que Bob Jungels, bon, on est quand même plus sur du grand Bob Jungels. Surprise quand même de voir un coureur de 2e division arriver comme Victor Lancelotti. Samuel Vincent, c'était pas le numéro 1 du tout chez Groupama. Lucas Hamilton non plus, c'était pas le numéro 1 chez Jayco. Donc ça fait un effectif assez particulier quand même dans cette équipe, avec 27 coureurs seulement. On a l'impression quand même que les arrivées ne compensent pas forcément les départs. Une équipe qui est plutôt âgée du côté du World Tour, avec une moyenne d'âge de 27 ans,6. Elle est 14e dans le classement sur 18. Il y a seulement 4 équipes qui sont plus âgées. En comparaison, la Groupama a 1 an de moyenne d'âge en moins. La Bahreïn, qui est l'équipe la plus jeune, avec Picnic Postenel, 2 ans quasiment de moyenne d'âge en moins. Vous le voyez pourquoi? Parce qu'il y a quand même des coureurs qui ont tendance à augmenter cette moyenne. On a quand même 4 coureurs qui ont 35 ans ou plus, 7 coureurs qui ont 30 ans ou plus. Les 30 coureurs qui ont 35 ans ou plus, c'est Puccio, Ben Swift, Castroviero, Geraint Thomas. Et à l'inverse, on a aussi des coureurs très jeunes dans cet effectif, avec une dizaine de coureurs qui ont moins de 25 ans, mais surtout 5 coureurs qui ont moins de 23 ans. Sheffield, Arten Schmidt, Joshua Tarling, Michael Leonard et Andrew Auguste, auxquels on rajoute Axel Laurence, Carlos Rodriguez et Kim Heyduk. Je suis assez surpris qu'il n'y ait que 27 coureurs. Je trouve que le départ de Pidcock n'est pas compensé complètement. On verra avec... alors, il n'est pas compensé complètement. Il y a en fait le cas Axel Laurence. On va voir ce que ça va donner. Narvaez, là aussi, c'est pas complètement compensé. Hein, un peu par Axel Laurence encore, mais il va y avoir beaucoup de poids sur les épaules du français. Et puis, encore quand même des points morts, hein, des poids morts dans cet effectif. Un petit peu Egan Bernal quand même. Des courants, on ne sait pas trop ce que ça va donner. Hein. Je pense Kim Heyduk, Ben Turner. On ne sait pas trop s'il y aura une évolution en termes de résultats. Donc, je ne suis pas énormément emballé par cet effectif. Et puis, avec quand même 2 coureurs qui ont 34 ans et plus, hein, qui ont bientôt 35, c'est Kwiatkowski et Freile quand même dans l'idée. Bon, ça fait quand même pas mal de coureurs un petit peu âgés. On regarde tout de suite les coureurs à suivre et on commence avec Axel Laurence le français, qui donc l'année dernière était chez Alpecin après avoir passé une année dans l'équipe de développement, qui je rappelle
pour ceux qui auraient oublié, a quand même été champion du monde espoir. C'était du côté de la Grande-Bretagne. Qui l'année dernière a remporté quand même des victoires, notamment une victoire sur le Tour de Norvège, belle course par étape. Le Tour de Norvège, il a également remporté une étape sur le Tour de Catalogne, première victoire en World Tour pour sa part, et une étape sur l'étoile de Bessèges du côté de Rousson. Année, on aurait presque pu s'attendre un petit peu mieux, mais il a souvent eu un rôle d'équipier, et c'est pour ça aussi qu'il a quitté Alpecin, parce que Caden Groves renouvelé, Van Der Poel renouvelé, Philipsen renouvelé. Autant te dire que tu n'avais pas de place dans le collectif. Donc s'il voulait grandir, il était presque obligé de partir. Vu ce profil de coureur, Axel Laurens, je pense qu'Ineos c'est un bon endroit pour lui. Pourquoi ? Encore plus du fait qu'il n'y ait plus Pidcock. Certes, il va avoir de la pression sur les épaules, mais il n'y a plus Pidcock. L'Amstel, il peut être performant sur l'Amstel. On sait qu'il passe ses bosses. Champion du monde espoir sur un parcours qui n'était pas le plus simple du monde, avec des bonnes petites bosses. Mais surtout sur les classiques pavés, ça sera le leader. Avec Magnus Sheffield. Ce seront les deux leaders de l'effectif. Alors, c'est pas le plus gros collectif, mais ça peut être intéressant sur ces courses-là. Sur les courses par étapes d'une semaine, pour aller chercher des sprints, notamment des sprints en boss, là aussi, pas d'adversité. Il n'y a plus Viviani dans le collectif, donc c'est presque le coureur le plus rapide, avec Ghana, en gros. Donc, quand on connaît quand même le collectif quand même d'Ineos, qui est encore là, le travail collectif de cette équipe, ça s'est travaillé collectivement chez Ineos, on peut se dire que c'était peut-être le bon endroit pour Axel Laurens. De toute manière, il ne pouvait pas rester chez Alpecin. Je pense que chez Alpecin, le chemin était barré. Ineos, c'est un bon endroit. Je rappelle, c'est quand même un gars qui a fait deuxième de la Bretagne classique. Donc il s'est passé les bosses. Donc il va avoir, sur les classiques, du fait qu'il n'y ait pas Pidcock, sur les classiques type Amstel, Bretagne classique, voire même Milan-San Remo, il a presque les coups des franches. Donc ça va être pas mal quand même pour lui. Vraiment pas mal. Du côté d'Axel Laurens. Donc on va voir ce que ça va donner du côté du coureur français. Et je me dis que c'était peut-être l'équipe où il fallait aller pour lui. Parce que tu as quand même des gros moyens et en même temps c'est une équipe qui se cherche. Ça peut peut-être être la première pierre du renouveau de la Ineos. Deuxième coureur que je vais suivre, c'est Geraint Thomas. Déjà parce que dernière saison chez les professionnels pour Geraint Thomas, qui est quand même un mec qui a remporté un Tour de France et qui a remporté quand même un palmarès sur les courses par étapes d'une semaine que Richie Porte pourrait lui envier. Et puis, c'est un coureur qui a quand même connu la Saunier. Quand vous regardez ses premières années de carrière, il a quand même connu la Barlow World et la Saunier Duval. Mais il est chez Sky depuis 2010, c'est-à-dire depuis la création de l'équipe. Et on sait que certains éléments de Barlow World avaient participé à la création de Sky. C'est vrai que Sky avait récupéré pas mal de coureurs de la Barlow World, dont Froome et Geraint Thomas à l'époque. Et parce que si on regarde 2009, la Barlow World, alors ils étaient pas beaucoup, disons, à l'époque dans cette équipe. Vous aviez, si on regarde plutôt à l'inverse, la première année de Sky, c'est peut-être là où ça va être le plus criant au niveau des transferts de l'époque. Vous aviez Geraint Thomas et donc Chris Froome qui étaient dans cette formation. Ils étaient que deux au final à venir de la Barlow World. J'aurais cru plus. Je pensais qu'il y en avait plus qui venaient de la Barlow. Ah oui, il y avait Steve Cummings, mais je pensais qu'il y en avait plus qui venaient de la Barlow World. Erreur pour moi. Erreur, je pensais qu'il y en avait plus qui venaient de la Barlow World. Mais Geraint Thomas, on voit aussi Froome. Bon, ça va peut-être être sa dernière saison, au final chez les professionnels en 2025. C'est presque la fin d'une ère Sky aussi. C'est-à-dire qu'avec leur retraite, c'est presque la fin de la période de domination de la Sky qui va partir. La Sky avec Landa aussi qui vieillit, mais Uran aussi qui est parti à la retraite. Des coureurs qui, comme Richie Porte, ont déjà pris leur retraite.
c'est vrai que c'est presque la fin d'une ère, on s'aperçoit. Cette ère de domination de la Sky entre 2010 et 2017, 2018, où l'équipe était intouchable entre 2012 et 2018, où vraiment elle gagnait tout. C'était la référence mondiale. Bah, tu t'aperçois que c'est plus vraiment le cas. Et c'est vrai que pour les Britanniques, il y a eu le départ à la retraite de Cavendish, Geraint Thomas. Il va y avoir quand même un grand chambardement du côté des Britanniques, hein, au niveau des départs à la retraite. Et c'est vrai que Geraint Thomas, bah, on va le suivre. Parce que il va finir on ne sait pas s'il va faire un Giro ou un Tour de France, mais on sait que quand il cible un objectif, il arrive quand même à être présent, à être performant, même si on peut quand même se dire que là, il va arriver à 38, quasiment 39 ans, Geraint Thomas, et que ça va peut-être être plus compliqué. Est-ce que ça va être une tournée d'adieu un peu à la Chris Froome, ou est-ce qu'il aura encore la capacité d'obtenir des résultats? Il va commencer très tôt pour du Geraint Thomas, c'était peut-être une envie de sa part. Il commencera au Tour de Lander, et puis ensuite Tour de l'Algarve, Tirreno, Tour de Catalogne. Je pense qu'il y aura un objectif Giro, parce que c'est presque là où il a obtenu ses meilleurs résultats ces dernières années. Qu'est-ce qui deviendra Geraint Thomas? Moi, je ne serais pas surpris qu'il devienne consultant pour la télé. C'est un personnage quand même, Geraint Thomas. Hein. Comme Bradley Wiggins, ce sont des personnages. Vous savez, quand il y a quand même un mec qui dit il y a 2 ans, c'est quand même un mec qui n'hésitait pas pendant les intersaisons à se bourrer la gueule au Pays de Galles pendant quasiment 2 mois. C'est quand même un personnage. Dans un monde cycliste où tous les mecs, même pendant la période d'intersaison, pèsent leurs aliments dans leur assiette, lui, c'était quand même le cyclisme un peu rock'n'roll, un peu comme Bradley Wiggins aussi, le cyclisme un peu différent. Et c'est vrai que là, bah, avec le départ aussi, je pense, de Chris Froome, hein, qui va bientôt partir à la retraite, c'est vrai que c'est la fin de l'ère de domination de Sky. Il y aura Landa, on ne sait pas s'il va prendre sa retraite, mais en gros, tous ces coureurs-là qui marchaient très fort, bah, ils seront partis. Ah, c'est vrai que ça va nous mettre un petit coup au moral quand même, cette affaire-là. Mais voilà, du côté de Geraint Thomas, bien entendu, je vais suivre sa dernière saison parce que pour l'instant, c'est le pourvoyeur des plus gros résultats de la Sky, enfin des Ineos ces dernières années. C'est pour ça qu'on va le suivre. Donc oui, il y aura le suivi de Geraint Thomas, avec j'espère des grands résultats pour l'année prochaine. Carlos Rodriguez. J'espère qu'il va franchir un cap, Carlos Rodriguez. En fait, malgré le fait que là, je vois son ranking PCS est meilleur en 2024 qu'en 2023, son classement Pro Cycling Stats est meilleur. Moi, j'ai pas été... Enfin, j'ai trouvé qu'en montagne, il n'avait pas passé un cap par rapport aux meilleurs. C'est un mec qui est toujours un petit peu en retrait. Moi, c'est ce que j'attends vraiment en 2025, c'est de le voir beaucoup plus bagarrer avec les très bons grimpeurs. Je pense pas forcément à un Pogacar, mais on peut penser à un Roglic, à un Carapaz, à des coureurs de ce niveau-là. J'attends vraiment qu'il se rapproche de ces coureurs-là. D'un Enric Mas, par exemple. Pour moi, il est en dessous encore d'un Enric Mas. Il est en dessous d'un Landa qui a été très bon en 2024. Moi, j'attends vraiment qu'il se rapproche de ces coureurs-là. C'est pour ça que je vais le suivre, parce que oui, il a été bon, mais sur des courses où il y avait peu d'adversité. Le Tour de Romandie, c'est pas là où il y a la grosse opposition en World Tour. Sur le Dauphiné, alors déjà j'ai eu l'impression qu'il était en forme trop tôt au moment du Dauphiné, parce que quand vous voyez son Tour de France, je trouve que ça a été compliqué. Là, regardez son Tour de France, il n'y a qu'une seule 4e place. Il n'y a qu'un seul top 5 en termes de résultats sur le Tour d'Espagne. Bon, bah, il est que 10e du général. Donc, j'espère vraiment qu'il va remonter dans la hiérarchie. Là encore, l'année prochaine, enchaînement Tour Vuelta. De toute façon, je crois que ça fait 3 ans qu'il fait cet enchaînement-là. Il repart sur une saison avec le Tour de la Communauté de Valence. Par contre, comme changement par rapport à l'an dernier où il avait commencé à Grande Camino. Donc, on va voir ce que ça va donner pour Carlos Rodriguez. Mais voilà, j'espère un progrès dans les résultats. Timen Arensman. L'année 2023, malgré son Giro, n'avait pas été exceptionnelle. Si on compare à ce qu'il avait fait en 2022 chez DSM, j'ai trouvé qu'en 2024, c'était mieux. Déjà parce qu'il a fait une saison plus complète. Voilà, il fait 15e sur le Tour de Lombardie et en même temps, il est présent
sur le Giro. Voilà, je trouve que contrairement à Carlos Rodriguez, où j'ai pas eu le sentiment qu'il y avait une grosse évolution entre 2023 et 2024, j'ai trouvé que chez Thymen Arensman, il y avait du mieux. Il y avait quand même une évolution en termes de résultats. J'aimerais qu'on suive cette courbe-là pour 2025. Voilà, que cette courbe de progression augmente pour Thymen Arensman, qui a une qualité, c'est qu'il est très bon en contre-la-montre. Maintenant, j'aimerais aussi le voir plus offensif, parce que c'est un coureur qui a tendance à seulement suivre. J'aimerais qu'il tente des choses également, parfois sur les étapes de montagne, qu'il ne devienne pas Kelderman, mais je trouve quand même qu'il y a des choses intéressantes dans ses résultats. Donc c'est pour ça que je vais le suivre, parce que j'espère que ça progressera bien du côté de Thymen Arensman. Et puis on va poursuivre avec Filippo Ganna. L'année 2024 de Ganna n'est pas exceptionnelle. Bon, c'était pas facile parce qu'il avait un double objectif piste et route. Je trouve qu'il a pas trop réussi d'un côté comme, enfin qu'il a pas superbement réussi d'un côté comme de l'autre. Voilà, du côté de Filippo Ganna. J'ai trouvé que sur la route, en fait, ça a été irrégulier. Il y a eu des moments où sur le Giro, par exemple, je me dis, ah putain, il est pas mal. Et puis à l'inverse, là, au championnat du monde, pas au championnat du monde aux Jeux Olympiques, j'ai pas trouvé si incroyable que ça. En fait, il y a eu du bon et du moins bon, quoi. Mais c'est vrai que quand je vois la saison de Ganna, je trouve que ça met un petit peu de temps à démarrer. Notamment son chrono sur le Tour de l'Algarve n'était pas exceptionnel. Je trouve que son début de saison est pas exceptionnel. Ça progresse ensuite. En fait, il fait un bon Tour d'Italie. Là, il est vraiment bien. Tour d'Autriche, j'ai pas suivi. Là, je vois qu'il y a eu des résultats sur le Tour d'Autriche. Mais c'est vrai qu'au moment du Tour d'Italie, je me dis, oh, il va faire une super saison. Et puis non. Et puis non. Par rapport à l'année précédente, c'était moins bien. Alors là, j'attends en 2025 déjà de le voir sur les classiques. Et de le voir sur les classiques flandriennes. Et espérer qu'il soit performant sur ces courses-là. Et puis, de le voir challenger... peut-être encore plus Remco Evenepoel sur les chronos. Voilà, même s'il est deuxième au championnat du monde, pas très loin. Je rappelle aussi que Remco avait un problème de capteur de puissance ce jour-là, mais c'est vrai qu'il n'est pas très loin, mais j'aimerais encore le voir plus challenger, et puis surtout, j'aimerais le voir toute l'année, quoi. J'ai trouvé qu'en 2024, malgré le fait qu'il ait beaucoup couru, il y a quand même certaines courses où il était, je trouve, un peu trop transparent. Donc j'espère le voir voilà, plus aux avant-postes Ganna et surtout sur les classiques flandriennes. Comme Axel Lawrence. Pour moi, c'est avec Sheffield. Je dirais que Sheffield et Axel Lawrence, ce sont les deux têtes d'affiche. Mais Ganna, j'espère voir des progrès sur ces épreuves-là. Lui qui va quand même avoir 29 ans cette année. Ça fait quand même depuis quelle année qu'il est chez les pros, vraiment en saison complète. Ça fait 2017 où il avait commencé chez UAE. Avant de rejoindre Ineos en 2019, pardon. Et puis il y a l'Angelotti. Ça, c'est la grosse surprise quand même du panier de la part d'Ineos. On n'est pas habitué à ce que Ineos aille recruter en deuxième division. Et ça fait du bien aussi de voir qu'un mec qui a 29 ans peut trouver refuge dans une grosse formation. Parce que l'Angelotti... on l'a vu progresser au fur et à mesure des saisons, notamment faire des bonnes choses sur la Vuelta. C'est vrai qu'on se disait, il est chez Burgos, on ne le voyait pas aller dans une équipe World Tour. Le voir aller dans une équipe World Tour, c'est quand même intéressant. Pardon, j'ai eu un petit rototo qui allait venir, mais c'est vrai que c'est intéressant. C'est un coureur qui est capable de faire des résultats dans des Coupes de France. Je pense qu'il aura un rôle d'équipier, il ne faut pas se leurrer. Mais je suis intrigué de voir comment il va évoluer chez Ineos. Est-ce que ça va devenir vraiment un des hommes importants d'Ineos dans le travail collectif, ou est-ce qu'il n'existera pas dans l'équipe parce que la marche sera trop grande? Ça va m'intriguer du côté de l'Angelotti. Donc c'est pour ça que je vais le suivre. Parce que je me dis que c'est quand même la première fois, je pense, qu'on voit Ineos recruter comme ça un mec qui a plus de 25 ans d'une équipe de deuxième division. Oui, ils avaient recruté Egan Bernal qui était chez Androni, mais à l'époque il était jeune, Egan Bernal. Là, on parle d'un mec qui a 29 ans. Donc c'est intriguant. C'est intriguant du côté
de Victor Langelotti. On va parler du maillot rapidement, hein. Le maillot 2025 c'est le même que le maillot 2024, donc avec toujours ce petit dégradé qui va du rouge au noir. L'avantage c'est que maintenant Arkea a des manches noires, donc ça va plus se différencier d'Arkea, ça va plus se différencier des autres équipes où il y a du rouge sur le maillot. Donc je pense qu'on n'aura pas de problème pour remarquer Ineos dans les pelotons professionnels. Eh bien, j'espère que vous avez aimé cette vidéo qui a été un petit peu plus longue que les autres, mais il y avait beaucoup de choses à dire sur Ineos. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur Mike Production. Ciao, ciao!